Salut les joueurs! Je suis en compagnie du maître, quelqu'un qui m'a énormément inspiré, c'est Didier Guzeric. Voilà, enchanté Didier, et grand plaisir de te rencontrer de nouveau, parce qu'on s'est déjà rencontré. Ici même d'ailleurs. Ouais, ici même, tout à fait, oui. Et j'aimerais pouvoir te poser quelques questions sur les années Cassius. Vas-y, je vais voir si je m'en souviens, parce que tu sais, c'était il y a passé un longtemps. certain âge, ça s'évapore. Mais écoute, c'est marrant parce que j'ai retrouvé mes vieux Cassius il n'y a pas très longtemps au fond d'une armoire. Et là, j'ai vu pas mal de choses. Je me suis dit, mais c'était un petit peu visionnaire. Dans la mesure où Cassius permettait d'avoir à la fois du jeu de société, du jeu de rôle, et on sait à quel point le jeu de société a pris une importance maintenant, et surtout, il y avait ces encarts scénarios. Et toi, en tant que rédacteur en chef de Cassius, comment tu sentais cette vision? Est-ce qu'on était pris dedans ou est-ce qu'on sentait quelque chose de différent? C'est venu vraiment à la fois des propositions, il y avait toute une équipe autour de nous, et c'est venu de réflexion, de façon de jouer, de propositions, etc. Ce qui manquait vraiment aux gens, c'était à l'époque, c'était les scénarios. Les aides de jeu, c'était important aussi parce que ça donnait des fondements, mais il y avait une demande. Enfin, fallait, à l'époque, le rythme normal, c'était une fois par semaine. Et du coup, il fallait vraiment assurer, surtout en club. Beaucoup de gens jouaient dans des petits clubs qui leur permettaient d'avoir un lieu, un placard pour ranger, quelques tables pour se retrouver. Et il fallait assurer, il fallait vraiment assurer. Donc, on a eu vraiment cette façon de proposer les choses. Il ne faut pas oublier aussi qu'on venait, enfin moi je venais de Jeux et Stratégie aussi, j'avais travaillé avec eux, d'autres collaborateurs aussi, et la notion de jeu en encart était d'autant plus, d'abord on avait le concept, mais aussi dans le numéro 4 de Jeux et Stratégie, il y avait ce fameux château des sortilèges, qui était un truc extraordinaire, qu'on a repris après dans Casus, de façon assez modeste, parce qu'on avait moins de moyens, mais effectivement l'idée, le plaisir était là, l'impact que ça pouvait avoir, on en était conscient. Et donc après le but du jeu, c'était surtout de savoir où mettre nos pions, qu'est-ce qu'elle allait le plus faire plaisir au lecteur, la formule qui correspondait le mieux. Des fois on a réussi, d'autres fois moins. En tout cas on essayait. Il y a quand même des encarts créés par Tristan l'Homme qui étaient extraordinaires. Quand tu recevais ce type de scénario, tu te disais ça va être le bon, ou au contraire tu disais bon, allez, un de plus et on continue dans nos... En fait, alors Tristan, mais là, beaucoup ici de collaborateurs, soit étaient en province, mais venaient quand même nous voir régulièrement sur les salons ou à la rédaction. Et on ne se contentait pas de les recevoir, fait voir, merci, au revoir, forcément. Quant aux Parisiens, c'était un peu... Il y a longtemps eu, et c'est pour ça que Casus était en retard souvent, c'était un peu le café du commerce aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouvait des fois avec 5, 6, 7, 8 visiteurs qui venaient parler de jeux qui étaient sortis, du dernier Casus, etc. D'une convention à laquelle ils avaient participé, de groupes de joueurs. Et c'est ça qui était intéressant, parce qu'à travers les manifs où on allait, et puis les gens qui venaient, on avait énormément de feedback. Ce qui fait que tout ce qui était écrit, en général, était déjà proposé de manière orale, au téléphone, en direct, autour d'un café, ou bien au téléphone avec le haut-parleur, mais en rédac. C'est-à-dire que quand un collaborateur avait une idée, il téléphonait pendant la rédac, c'était prévu. Ouais, alors c'est quoi ton idée? J'ai ci, j'ai ça, il y a quelqu'un. Et tu pourrais pas tirer un peu de ce côté-là, parce que ça permettrait de faire se rencontrer tel univers de jeu et tel roman qui vient de sortir, ou tel truc comme ça. Et les gens, ah ouais, j'ai adoré, ouais, je l'ai lu, j'ai aimé. Oui, donc du coup, je pourrais reprendre le personnage d'eux. Et en fait, il y avait vraiment, en amont de la plupart des scénarios, il y avait un mini brainstorm. Les gens écrivaient pas direct comme ça. Il y avait toujours un mini brainstorm auparavant, et ils repartaient déjà avec leur idée plus du feedback. Après, ils prenaient pas, mais il y avait déjà une... ce qui était intéressant, c'est que le feedback enrichissait ou changeait la direction, mais ça motivait aussi les rédacteurs. C'est-à-dire que voir la façon dont leur idée avait été reçue et excitante, quand ils rentraient chez eux, c'était... Ça explique tout. Ça explique notamment le grand succès des hors-séries alors du coup. Parce que les hors-séries, j'imagine que c'était le fruit de tous ces feedbacks. C'était vraiment, voilà, il y avait toujours... c'est quelque chose qu'on a initié aussi avec la Élite. La Élite, c'était effectivement toute l'équipe des collaborateurs qui avait passé un déjeuner qui a duré de midi à 4h de l'après-midi à la pizzeria d'en bas. D'accord. Et
et c'était l'effervescence et les échanges. Et en fait, en 3-4 heures de discussion comme ça, tout avait déjà bien avancé, les choses s'étaient structurées, les idées s'étaient réparties. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a servi de modèle de manière plus modeste pour tout ce qu'on a fait après. Et effectivement, par exemple, comme quelqu'un me disait récemment qu'il avait adoré tous les petits backgrounds qu'on avait fait, Pahorn, Rajaban, Jarondel, etc. Et qui, à partir du moment où la façon de travailler fonctionnait bien, tout était toujours fait de la même manière, avec quelqu'un qui arrivait avec une bonne idée. Il y a toujours un moteur au départ, quelqu'un qui arrive avec une idée forte. Et puis toute l'équipe qui tac lui renvoie la balle dans tous les sens. Et on repart, c'est ça, à chaque fois on repartait de ces réus avec à la fois énormément d'idées et énormément de peine, de motivation. Ça devait pas être évident d'encadrer toute cette équipe de créatifs. Oui, ça partait un peu dans tous les sens, mais bon, je pense qu'après, on s'était réunis un peu par affinité aussi. Oui, il y avait d'autres journaux, il y avait d'autres groupes, d'autres façons de voir les choses, et donc on était quand même des gens qui à la fois étaient différents, mais on avait quand même des atomes crochus, qui permettaient de faire le lien entre nous, quoi. Mais il fallait être différent, il ne fallait pas non plus être passionné par toujours les mêmes auteurs, les mêmes films, les mêmes choses, sinon c'était un peu... ça tourne en rond après. Donc il fallait parfois, oui mais non. Alors. Moi j'avais un truc que j'ai beaucoup utilisé, c'est que quand quelqu'un arrivait sur une idée déjà existante, ou avec une idée originale, mais avec quelque chose, en tout cas sur une idée existante, en disant, et si on tirait dans telle direction, oui mais c'est pas ce qu'on a prévu, oui mais ça serait intéressant, et en fait moi mon truc c'est, vas-y tu nous le vends. Parce que des fois en brainstorm, il y a des idées qui viennent, mais pas toutes celles qui vont pouvoir venir après, quand on sera tranquille chez soi avec un carré de chocolat ou un truc comme ça. Et donc on sait qu'il n'y aura pas toutes les idées tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un a une idée qui va loin, dont il ne voit pas les détails, souvent il a l'enthousiasme au départ. Parce qu'il sent où il va. Et du coup, les collaborateurs, des fois ils nous racontaient un truc délirant et on lui disait, ok, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais tu as l'air tellement convaincu que, ok, banco, on te suit. Tu as un exemple particulier? Non, pas particulier. Là, j'ai pas une mémoire précise, j'ai une mémoire générique. Tiens, on va faire appel à ta mémoire. A posteriori, justement, quel est le jeu que tu as adoré présenter, que tu as adoré présenter dans la revue, quoi, a posteriori? Si tu devais en choisir qu'un, sur une île déserte, à part Méga, bien sûr. Ouais, pour moi, ce qu'on a beaucoup soutenu parce qu'on adorait, c'est Rêve de Dragon. Bien sûr, oui. Je pense que c'est pas que moi. Si on faisait un ressondage a posteriori dans l'équipe, je pense que c'est le jeu qu'on a le plus aimé soutenir. Mais par exemple, Rêve de Dragon de Denis Gerfaud venait par exemple derrière les scénarios que Denis Gerfaud avait fait pour RuneQuest. C'est vrai que on jouait tous à Donjons et Dragons au départ, parce que c'était le jeu d'origine. Bien sûr. Et après, il y a pas mal de jeux qui sont sortis. On a adoré l'Appel de Cthulhu, qu'on a beaucoup suivi aussi, parce que justement, il était beaucoup plus ouvert, notamment aux premières joueuses. Il y en avait dès le départ, très peu, mais il y en avait. Et donc on a soutenu pas mal de jeux, mais je crois qu'un jeu qu'on a aimé voir arriver, parce qu'il ouvrait des perspectives, c'était RuneQuest aussi. Mais après, effectivement, le jeu qu'on a le plus aimé soutenir, je pense que c'est... Statistiquement, il faudra trouver les vieux numéros, mais je pense que c'est Rêve de Dragon, clairement. Je vais bien croire, parce que c'est vrai que c'est un jeu extraordinaire. Oui, puis il y a un verbe, après il y a aussi le côté... des idées initiées, si je peux me permettre. Mais effectivement, Denis avait petit à petit recruté plusieurs des collaborateurs ou même de l'équipe sur une interview. Et donc il y avait une partie de l'équipe qui jouait avec Denis Gerfaud. Oui, bien sûr. Donc du coup, ils étaient encore plus dans l'univers, mais ce qui était bien, parce que ça permettait d'anticiper, ça permettait de voir avec lui aussi qu'il y avait une forte personnalité de créateur, de lui dire, oui, mais dans Casus, on est sur des trucs courts, des gens qui n'ont pas forcément suivi tout, donc est-ce que tu peux, tiens, telle idée nous semble plus pertinente pour Casus que telle autre, donc c'était ses idées à lui, mais et ça le vexait pas
pas du tout qu'on préfère telle idée que l'autre parce qu'ils connaissaient bien tout le monde, etc. Donc il y avait une confiance réciproque. Et toi aussi, tu es créateur. Pour rappel, jeu de stratégie, moi je me souviens, je garde précieusement, on va dire une relique, excuse-moi, Méga 2, si je ne me trompe pas, paru dans jeu de stratégie. Ah ben le voilà, c'est ça, c'est celui-là, ouais, tout à fait, ben voilà, exactement. Et ensuite, il y a eu Méga 3 paru dans Casus Belli en hors-série. Celui-là, je ne l'ai pas, ouais. Et il y a le 1 aussi, 84. Ouais, oh là, 87. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus ou moins contemporain de l'œil noir. Oui, tout à fait. Et entre l'œil noir et Casus, la population de joueurs a multiplié par 4 ou 5 en l'espace de moins d'un an, un an et demi. Et ça, c'était quand même 60 000 exemplaires. Waouh! Et 70 000 exemplaires. Ça fait totalement rêver. Là, c'était de la surprise parce que les gens lisaient Jeux et Stratégie. Oui. Donc, un hors-série, on l'achète un peu de manière automatique. Bien sûr. Mais ça, c'est 2 ans après le premier. Donc là, les lecteurs de Jeux et Stratégie, ils savent ce que c'est. Si le premier ne les a pas intéressés, ils n'auraient pas acheté le deuxième. Et donc, 70 000 exemplaires sur le deuxième en 87. Ça veut dire qu'il y a une réelle curiosité et un réel besoin. Et du coup, effectivement, nous on l'a vu sur les ventes de Casus, c'est là qu'on a pu passer, on a atteint des... Et là maintenant, nous sommes sur des nouvelles versions de Mégas, d'après ce que je peux voir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Alors, Méga 5, c'est l'idée de remoderniser un petit peu, même si on reste old school, vieille façon de jouer. C'était aussi l'idée de mettre l'univers à jour avec des changements. Il y a beaucoup plus de fondements, c'est-à-dire que Méga 3, qui était sorti en 92, 93, par là, dans ces eaux-là, 94, je ne sais plus, était un jeu qui paraissait très compliqué et qui était vraiment simulationniste à donf. Par contre, il y avait un bon boulot de background. Et les gens l'avaient reçu de manière assez mitigée parce qu'il y avait certains aspects graphiques de la maquette qui leur faisaient peur. Donc du coup, là on avait décidé de ressortir avec les éditions Léa. C'était une volonté de Jean-Philippe Motti, qui est un vieux rôliste, avec qui j'ai participé à des campagnes de Donjons et Dragons 1. Oh là là, mon Dieu. Effectivement. Et comment il avait envie effectivement que les éditions Léa aillent dans le domaine du jeu de rôle. Donc d'où aussi Star Marks, voilà. Tout à fait, bien sûr. Et là l'idée c'était de refaire une nouvelle version. On s'est donné beaucoup de contraintes. Ça peut expliquer aussi certains petits trucs bizarres ou old school du jeu, c'est qu'on s'était donné des contraintes à la fois de pouvoir faire des campagnes avec des joueurs habitués, mais aussi que le jeu et des portes d'entrée en tout cas, soient accessibles à des novices, soit jouables en famille, notamment par exemple de préférence éventuellement pour des parfaits novices, mais l'idée c'était aussi les anciens joueurs qui ont des enfants assez grands pour jouer, qu'ils aient un système un peu comme à l'origine c'était pour découvrir donc multivers. Et l'idée du multivers c'est aussi bien parce que des parents peuvent faire jouer leurs enfants sur ce que eux ont envie de faire, c'est-à-dire leurs enfants ont apprécié tel bouquin, telle série, et les parents qui sont des vieux joueurs sont tout à fait capables de leur créer sur mesure avec Méga, un scénario, totalement. Voilà. Et avec Méga, il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'on crée des personnages et sur une partie d'une soirée, ils vont aller sur telle mission, sur une autre soirée dans telle mission avec les mêmes personnages, même si le background est différent. Donc c'était des contraintes un petit peu différentes. L'idée aussi, c'était d'utiliser tous les dés, par exemple, parce que quand on fait des tables de démo, dans des endroits qui ne sont pas des endroits à release, dans des cafés, dans des choses comme ça, si on voit des gens qui lancent des D6, c'est des gens qui jouent à quelque chose. Si on voit des gens qui lancent des dés 12, 4, 8, 10, qu'est-ce que c'est? Vous jouez à quoi? Voilà. Et en fait, il y a tout de suite une notion de curiosité. Et comme moi, il y a un jeu, j'ai perdu le nom, il y a un système américain que j'aime bien, qui s'appelait, j'ai perdu le nom. Bon bref, ça reviendra. Ça reviendra. Qui utilisait tous les dés comme ça et que j'aimais bien jouer. Donc je suis reparti sur une utilisation un peu différente, mais je me suis basé sur ce système, qui est un système qui avait été fait pour jouer des séries télé. D'accord. Donc
C'est comme Dallas, etc. en fait. Je crois Avant, que même que l'illustration- on pouvait jouer du Dallas, de la série policière, disons, aux États-Unis, Ça me ils ont parle, utilisé ce ça me système, parle en plus. Cortex Plus. Ah, c'est C'est un possible. système de jeu voilà, qui a vraiment été designé au départ pour jouer des séries télé. Excellent. D'accord. Donc je m'en suis inspiré un petit peu, avec le plaisir d'utiliser tous les dés. Et puis voilà, on a essayé de faire un truc très complet de manière à ce que les gens qui se relançaient dedans ou qui le découvraient puissent tout de suite le détourner. En fait, c'est un jeu oui, qui est fait pour être détourné. Il y a 2-3 niveaux de jeu, on peut jouer plus ou moins des règles complexes. Enfin, Oui. on peut aller jusqu'à du simulationnisme à l'ancienne, mais on peut aussi ne prendre que les caractères de base et puis roule ma poule. Quoi, voilà. Oui, bien sûr. Et là, il y a 2 suppléments, donc un kit de découverte initiation, Voilà. mais aussi un supplément ici, les réfugiés de Garkana. Voilà. Alors, là, il y a eu un petit hiatus dans les publications. Là, il y a une grosse campagne qui est en préparation. Oui. Il y avait dans les demandes des joueurs, les gens qui jouaient régulièrement, les gens disaient c'est bien, effectivement, on peut découvrir plein d'univers, on peut aller partout, mais une fois qu'on a créé nos persos, on est quand même dans une ambiance SF. Donc, ça serait bien d'avoir un vrai scénario SF. Quoi. D'accord. Ce qui est intéressant, alors, Mega, c'est un jeu un peu ouvert, qui va un peu dans toutes les directions, et qui peut, le problème, c'est de trop se disperser, on perd un peu la personnalité. Donc l'intérêt de ce scénario Garkhan, c'est que c'est un scénario à la fois SF, ce qui manquait un peu, enfin il y en avait quelques-uns, mais là on est vraiment SF sur une autre planète. Oui, bien sûr. Mais aussi ça montre un petit peu la philosophie des joueurs, c'est-à-dire dans quelle direction l'ordre des mégas, enfin la guilde des mégas, mais qui ressemble un petit peu à un ordre Shaolin, on va dire un petit peu. Oui. C'est l'exemple le plus proche, oriente ses agents dans une certaine philosophie. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scénario, c'est à la fois une aventure SF, mais c'est aussi une manière de voir comment on joue, avec cette espèce de respect des gens, mais en même temps, le côté pas vu, pas pris, on a le droit de faire des conneries tant que ça se voit pas. On est livré à soi-même en tant qu'agent, donc on est obligé d'improviser. Donc, à moins de faire vraiment les choses de manière mauvaise, enfin sciemment mauvaise, on ne sera pas trop engueulé, mais on sera quand même un peu engueulé parce qu'on a fait des conneries. Bref. Donc il y a cette espèce de liberté qui est laissée aux agents et c'est très bien montré dans ce... D'accord, donc un très bon supplément que tu recommandes. Voilà, Forcément. forcément. D'accord. Voilà, et Bon, donc très une bien. campagne qui sort, j'espère, à la rentrée. Écoute, attends, on va regarder tout ça alors. Voilà. Très bien, je te remercie pour ce temps consacré. Et puis il est temps de se saluer. Allez, salut les joueurs. Ciao.